Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 1er avril, je vous propose tout d'abord de revenir sur le puissant séisme survenu en Birmanie et en Thaïlande vendredi dernier, une catastrophe dont le bilan provisoire fait état de plus de 2000 morts. Nous irons ensuite dans le Pacifique, où l'état d'urgence a été déclaré hier dans l'archipel des Samoa pour faire face à une crise énergétique sans précédent aux lourdes conséquences économiques. Corée du Nord également, puisqu'on évoquera encore une fois le sort des soldats nord-coréens déployés sur le front russo-ukrainien, avec de nouvelles informations révélées par les services de renseignement sud-coréens. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Chine, où une entreprise publique d'exploration minière a récemment annoncé avoir découvert un immense champ pétrolier offshore en mer de Chine méridionale. Le puissant séisme survenu vendredi dernier en Birmanie et en Thaïlande a fait plus de 2000 morts selon un communiqué de la junte birmane datant d'hier. Le tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre est situé non loin de Mandalay, la deuxième ville du Myanmar, a également fait 3900 blessés, tandis que plus de 270 personnes sont toujours portées disparues, un bilan provisoire qui pourrait encore augmenter dans les jours et les semaines à venir. Le plus gros des dégâts a eu lieu en Birmanie, un pays pauvre où les secours sont rendus encore plus difficiles par la situation de guerre civile qui se maintient depuis le coup d'État militaire de février 2021, avec des pénuries d'essence, d'électricité, de machines permettant de déblayer les décombres et avec de mauvaises communications également. Le média américain Radio Free Asia a rapporté les témoignages d'habitants de zones touchées qui ont affirmé sur les réseaux sociaux que l'armée birmane avait retardé les opérations de secours en interdisant aux habitants et aux volontaires de chercher les survivants coincés sous les décombres après 22 heures. Des équipes thaïlandaises, indiennes, chinoises, russes ou encore américaines sont sur place pour aider aux efforts visant à retrouver les victimes sous les décombres et les pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud ou encore l'Union européenne se mobilisent pour collecter les dons pour financer les secours et l'aide aux sinistrés puisque les destructions ont laissé des milliers de personnes sans abri. L'agence France Presse a indiqué que l'effondrement d'un monastère avait provoqué la mort d'au moins 50 personnes et que les secouristes cherchaient encore 150 moines sous les décombres. La destruction d'une mosquée a aussi tué environ 700 fidèles venus pour faire la prière du vendredi en pleine période de Ramadan. Le bâtiment d'une crèche s'est également effondré, causant la mort de 50 enfants et de 2 adultes. La junte militaire a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence dans toutes les zones sinistrées. Le bureau de l'ONU au Myanmar a fait état samedi de vastes destructions et de graves dommages aux habitations, mais aussi aux infrastructures critiques telles que les ponts, les routes, les hôtels, les universités ou encore les sites religieux et historiques. En Thaïlande, les dégâts sont moins importants, mais c'est surtout l'effondrement d'une tour en construction de 32 étages qui a fait grimper le bilan humain, avec 18 morts confirmés en Thaïlande et 78 personnes portées disparues. La plupart des travailleurs qui se trouvaient sur le site du bâtiment en construction étaient des travailleurs migrants originaires de Birmanie et le ministère du Travail thaïlandais a déjà annoncé que chaque famille de travailleurs décédés toucherait une somme d'1,73 million de bahts en compensation, l'équivalent de 47 000 €. Le ministère de l'Industrie a indiqué qu'une enquête était en cours et que des échantillons de matériaux du bâtiment en construction avaient été collectés et envoyés dans un laboratoire spécialisé pour déterminer si l'effondrement était dû à des matériels défectueux ou mal conçus. Dans le cadre de cette enquête, 4 ressortissants chinois ont été arrêtés ce week-end alors qu'ils tentaient d'emmener des documents du bureau de la compagnie chargée de la construction, une entreprise conjointe sino-thaïlandaise. Les services de renseignement sud-coréens estiment que ce sont désormais plus de 4000 soldats nord-coréens qui sont morts ou ont été blessés sur le front russo-ukrainien depuis le début du déploiement de troupes nord-coréennes en Russie à la fin de l'année 2024. C'est le quotidien sud-coréen Korea Herald qui a rapporté les propos du député sud-coréen du People Power Party, Lee Seong-kyun,
vice-président de la commission des renseignements à l'Assemblée nationale. Le député a cité les chiffres mis à jour par les services des renseignements sud-coréens datant de la mi-mars. Le bilan provisoire estimé à plus de 4000 soldats morts ou blessés représente environ 1000 de plus que les chiffres révélés en janvier, sur un total d'environ 11 000 soldats déployés par les autorités de Pyongyang pour combattre aux côtés de l'armée russe dans le cadre de son invasion de l'Ukraine. Ce alors que la Corée du Nord refuse encore de reconnaître officiellement le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie et de cacher, selon le député, les traces de ce déploiement en récupérant les corps des soldats décédés sur place. Le député a aussi indiqué que selon les renseignements sud-coréens, Pyongyang aurait envoyé 3 à 4 000 soldats supplémentaires après un bref retrait du front de Koursk en février, des renforts qui doivent venir compenser les 30% d'effectifs de soldats morts ou incapacités de combattre suite à des blessures. Le député a ajouté que les renseignements sud-coréens avaient appris de leurs homologues ukrainiens qu'il avait été demandé aux soldats de l'armée nord-coréenne de se faire exploser par une grenade s'ils étaient sur le point de se faire capturer. Selon les renseignements sud-coréens, des témoignages font également état d'actes d'automutilation de la part de jeunes hommes nord-coréens pour tenter d'échapper à la conscription. Enfin, les renseignements sud-coréens estiment que l'envoi de troupes nord-coréennes sur le front russo-ukrainien n'a pas joué de rôle décisif dans les récentes avancées russes dans la région de Koursk et que ces avancées sont plutôt dues à la rupture dans le partage d'informations entre les armées américaines et ukrainiennes suite à la décision du président américain Donald Trump. Notons qu'un haut responsable du ministère des Affaires étrangères de Corée du Sud avait annoncé il y a plusieurs semaines que le gouvernement de Séoul accepterait d'accueillir tout soldat nord-coréen capturé en Ukraine qui ferait une demande d'asile pour s'installer en Corée du Sud, tout en précisant que selon la constitution sud-coréenne, les soldats nord-coréens étaient considérés comme des citoyens sud-coréens en raison de la délimitation territoriale qui englobe le territoire actuel de la Corée du Nord. Dans l'archipel des Samoa, le chef de l'État a déclaré sous conseil du gouvernement l'état d'urgence pour une période de 30 jours afin de faire face à une crise énergétique sans précédent. L'annonce a été faite hier par la première ministre Fiame Naomi Mataafa, qui a précisé que l'état d'urgence permettrait au gouvernement de mettre en place des mesures de rationnement de l'énergie afin de protéger la santé publique et d'assurer les services essentiels dans le pays. L'archipel fait face à de fortes pénuries d'électricité depuis février en raison de problèmes au niveau des câbles sous-marins permettant l'alimentation en électricité de l'archipel. D'autres câbles ont été endommagés à la suite d'une tempête survenue début mars, ce à quoi s'ajoutent des pannes de générateurs survenues au milieu du mois de mars. Le quotidien local Samoa Observer a indiqué que tout le monde avait été affecté par les coupures de courant, à savoir les habitants, les commerces, les écoles et les universités, mais aussi des projets impliquant des millions de dollars. La première ministre a indiqué hier que la crise énergétique avait en effet gravement affecté la productivité nationale, les services publics et l'activité économique, et que le gouvernement estimait l'impact économique de la crise à 16% du PIB de l'archipel. L'impact sur les commerces et sur l'économie laisse craindre également des répercussions sur les prix et donc sur le pouvoir d'achat des habitants, dans un archipel où le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est très développé. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Travail a affirmé que toute hausse des prix devrait être justifiée et qu'il interviendrait si certaines entreprises cherchaient à profiter de la crise pour augmenter les prix de manière excessive. Le gouvernement a aussi reconnu que la pénurie d'électricité avait compromis la conservation d'aliments périssables dans les magasins, causant des risques de santé publique significatifs. Le gouvernement a annoncé que des générateurs de location devraient arriver d'ici samedi et que 4 autres générateurs chinois avaient été achetés et seraient livrés d'ici le mois d'août. L'état d'urgence a activé la création d'un centre national d'opération d'urgence pour coordonner les efforts de réponse du gouvernement face à la crise. La décision du gouvernement doit également permettre aux partenaires de développement de l'archipel de venir en aide aux autorités sur place. Un grand gisement de pétrole a été découvert par une entreprise publique chinoise en mer de Chine méridionale, une zone faisant l'objet de nombreuses disputes territoriales entre les pays voisins. C'est la compagnie nationale de pétrole offshore, CNOOC, qui a annoncé hier que le champ de pétrole offshore baptisé Huizhou 19-6 contenait des réserves prouvées de plus de 100 millions de tonnes de pétrole. Le gisement, situé à environ 170 km au large de Shenzhen, dans la province chinoise de Canton, a fait l'objet, selon l'agence de presse d'État chinoise Xinhua,
d'un forage préliminaire qui a permis d'extraire 413 barils de pétrole ainsi que 68 000 mètres cubes de gaz naturel. La compagnie a qualifié cette découverte d'avancée importante, estimant qu'il s'agissait là du plus grand gisement pétrolifère classique, c'est-à-dire formé de débris de roches, dans le nord de la mer de Chine méridionale. La compagnie a précisé que l'exploitation pétrolière et gazière dans les couches profondes et ultra-profondes représentait des défis multiples, à savoir des hautes températures, une forte pression ainsi que des conditions complexes pour l'exploration. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.